La surface des deux ailes d'un avion est de 20 mètres carrés. L'air s'écoule à 85 mètres par seconde sur la face supérieure, et à 80 mètres par seconde sous la face inférieure. La masse volumique de l'air est d'1,2 kg par mètre cube. Quelle est l'intensité de la portance? Cette force dirigée vers le haut qui empêche l'avion de tomber. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question, et ainsi comprendre pourquoi un avion vole. Nous allons essayer de simplifier le problème au maximum afin d'éviter des calculs trop fastidieux. L'important ici est de comprendre le phénomène physique. Néanmoins, nous allons utiliser quelques notions de physique mais rien d'insurmontable, rassurez-vous. Commençons par représenter le profil de l'aile, et indiquons les vitesses de circulation de l'air. V1 pour le flux du dessous. V2 pour le flux du dessus. Indiquons également la force de portance que nous allons déterminer, par une flèche vers le haut. Toujours dans un souci de simplification, nous allons considérer que l'air se comporte comme un fluide idéal, par conséquent qu'il est non visqueux, incompressible, et irrotationnel. Cela étant dit, schématisons la circulation de l'air passant au-dessus de la partie supérieure de l'aile, le flux d'air dévié. Et supposons que ce flux d'air se comporte comme s'il passait à l'intérieur d'un conduit de section rectangulaire, comme représenté. Cette représentation nous permet de dire facilement qu'il y a conservation du débit. En effet, la quantité d'air qui passe ici à un instant t est égale à la quantité d'air qui passe là à ce même instant. La différence est que l'air circule plus vite dans la partie plus étroite. En supposant que l'air en dessous de l'aile n'est pratiquement pas dévié, nous pouvons dire que la vitesse de l'air qui entre dans le conduit est aussi égale à V1. Considérons deux volumes identiques, que nous notons chacun grand V. Le premier, situé devant l'aile est animé d'une vitesse V1, le deuxième, situé au-dessus de l'aile est animé d'une vitesse V2. Comme nous avons dit plus tôt que nous considérons l'air comme incompressible, sa densité ne change pas. Par conséquent, les deux volumes ont chacun une masse identique. Intéressons-nous maintenant au travail des forces exercées sur ces deux volumes. Le travail se calcule en multipliant une force par le déplacement de son point d'application. Supposons qu'il règne une pression P1 devant l'aile, là où l'air n'est pas accéléré, et une pression P2 au-dessus de l'aile. Une force étant équivalente à une pression surfacique, écrivons que la surface ici, notée à 1, multipliée par la pression P1 est une force. Celle-ci est dirigée vers la zone de pression P2. Pareillement, écrivons que cette surface, notée à 2, multipliée par la pression P2 est une force dirigée vers la zone de pression P1. Comme nous savons que l'air se déplace de gauche à droite, indiquons un déplacement delta x1, de la surface A1. Choisissons un déplacement égal au côté du volume V. De même pour la surface A2, indiquons un déplacement delta x2 de la surface A2. Comme il y a conservation du débit, delta x2 est également égal à un des côtés du volume V. Nous avons à présent ce qu'il nous faut pour calculer le travail des deux forces. Notons W1, le travail de la première force en la multipliant par un déplacement delta x1. Et comme nous avons choisi judicieusement delta x1 comme la longueur du côté du volume, il vient que 1 fois delta x1 est en fait égal au volume V. Par conséquent, nous pouvons réécrire la relation comme ceci. Nous procédons de la même manière pour calculer le travail de la deuxième force, notée W2. À la différence que celle-ci est dirigée dans le sens opposé à la première. En additionnant W1 et W2, nous obtenons l'énergie totale fournie par les deux forces. Intéressons-nous maintenant à l'énergie cinétique, et dans une moindre mesure, à l'énergie potentielle. En calculant la différence d'énergie cinétique entre les deux volumes, nous obtenons ceci. Comme la masse d'un objet est égale à sa masse volumique multipliée par son volume, nous pouvons remplacer m par ρ fois grand V. Quant à la différence d'énergie potentielle, elle nous est donnée par la différence de hauteur entre les deux centres de masse des volumes considérés. Encore une fois, en remplaçant la masse m, par ρ fois V, nous avons. En additionnant énergie cinétique et énergie potentielle, nous obtenons l'énergie totale. Reprenons l'expression de l'énergie totale fournie par les deux forces. Celle-ci correspond aussi à la différence d'énergie cinétique plus la différence d'énergie potentielle que nous venons de déterminer. En divisant par le volume grand V. Et en repositionnant les termes, nous obtenons cette égalité. C'est une constante, également appelée quantité de Bernoulli. Cela étant dit, tentons de répondre à la question de cette vidéo.
En examinant cette relation, nous pouvons supposer dans notre cas que l'énergie potentielle n'intervient pas. Une aile étant épaisse que de seulement quelques centimètres, l'énergie potentielle est négligeable. Nous avons par conséquent cette égalité. Ici, nous pouvons faire une première affirmation. Si par exemple la pression P1 et la vitesse V1 sont fixes, alors, une vitesse V2 plus grande implique une pression P2 plus petite, pour bien entendu respecter l'égalité. Revenons à notre premier schéma. Et écrivons l'expression de la portance, qui est en fait égale à la résultante de la pression surfacique sur le dessous de l'aile, moins la pression surfacique sur le dessus de l'aile. Elle peut aussi s'écrire comme ceci. En revenant sur cette relation, et en isolant les pressions, nous avons P1 moins P2 égale à ceci. En remplaçant l'expression de P1 moins P2 dans la relation permettant de calculer la portance, nous obtenons finalement ceci. Et nous n'avons plus qu'à remplacer ρ, V1, V2 et S par les valeurs réelles pour répondre à la question de la vidéo.